Et je vais laisser la parole à Nicolas Beretti, qui est un spécialiste de l'innovation et qui va vous donner quelques recettes pour que l'innovation fasse partie de votre quotidien demain. Nicolas. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir ce soir. Merci de me demander de faire des définitions sur la différence entre invention et innovation de manière improvisée. Je n'étais pas préparé à ça. Alors, comme on peut le voir derrière moi, et comme vous l'avez sans doute remarqué dans tout un tas de présentations commerciales sur des sites internet, l'innovation est devenue réellement un mot très courant, qu'on voit absolument partout. On peut le distinguer d'une invention, puisque tu m'as demandé de distinguer les deux. L'invention précède l'innovation. L'innovation, c'est une invention qui a touché son marché, pour le simplifier. C'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais essayer effectivement de vous parler des conditions qui font qu'une innovation, qu'une entreprise peut être innovante. Alors vous avez déjà vu ces signes à peu près partout sur des sites web ou des plaquettes commerciales. L'innovation est partout à tel point qu'aux États-Unis, on commence à parler d'innovation overload, de surcharge du mot innovation. On n'en peut plus presque d'entendre parler du mot innovation. Pourtant, ça fait une sacrée paye que l'homme est innovant. On l'a même vu dans les films tout à l'heure. Dès 1910, il parlait d'innovation. Il y a 300 ou 400 000 ans, le type qui a peint ça sur un mur de grotte n'a pas eu besoin de s'appeler Chief Innovation Officer pour commencer à se la raconter. Il a inventé comment mélanger deux pigments, il a dessiné quelque chose. Ça fait très longtemps que l'homme innove, depuis les peintures à Lascaux, en passant par la roue, le feu, l'épluche légumes ou tout ce que vous voulez. L'homme innove en permanence. En fait, l'innovation, si on résume, elle a strictement rien d'innovant. Pourquoi, dans ces cas-là, on en entend autant parler depuis une quinzaine d'années environ? Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, on en voit strictement partout. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui a fondamentalement changé depuis l'époque de Lascaux, c'est la vitesse. La vitesse à laquelle l'information se propage, la vitesse à laquelle du coup les idées se propagent, l'innovation se développe et se répercute sur différents marchés à l'échelle de la planète. Pour illustrer un peu cette vitesse, je vais vous raconter une histoire qui va nous éloigner un petit peu des salles de bain. Une histoire de jeu de cartes. De jeu de cartes tout simple, en carton, qui consiste à faire exploser des chatons. C'est un jeu de cartes, comme il est écrit sur la pub, qui s'adresse aux gens qui sont intéressés par les chatons et les explosions. Ce jeu de cartes a été inventé lors d'une soirée un peu alcoolisée par des étudiants américains. Donc je pense que ça nous est tous arrivé d'avoir l'idée d'inventer un jeu en soirée avec des amis. La seule différence du coup par rapport à l'époque d'avant, c'est qu'eux ils sont nés à l'époque de Kickstarter. Ces gens-là, Kickstarter qui est une plateforme de financement participatif pour donner vie à des projets. Donc ils étaient un soir en train de délirer sur un jeu qu'ils pourraient inventer qui consisterait à retourner des cartes jusqu'à ce qu'un chaton explose. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas en faire un vrai jeu? Pour financer ce vrai jeu sur Kickstarter, ils avaient besoin de 10 000 $. Juste 10 000 $ pour fabriquer une première série, les expédier dans des boîtes aux premiers clients et en fait lancer comme ça un business. C'était pas sûr que ça marche. Ils ont lancé du coup la campagne sur Kickstarter pour demander 10 000 $. Ils les ont eu en 7 minutes. C'est-à-dire qu'ils ont posté sur Internet une idée. 7 minutes plus tard, ils avaient 10 000 $ de précommande. Ils n'avaient pas encore imprimé la moindre carte, je précise. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En fait, en 24 heures, ils ont récolté 2 millions de $ de précommande. Ça, c'est une illustration du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui change beaucoup du monde d'avant, dans lequel, quand on avait une idée, il fallait commencer par faire un prototype, puis éventuellement aller vendre à un client, puis 2, puis 3, puis 50 ans après, peut-être on avait un marché et une entreprise. Eux, il a fallu 24 heures pour que 3 étudiants deviennent millionnaires, et on parle d'eux dans tous les médias parce qu'ils ont eu une campagne extrêmement rapide. Une autre façon de mettre en perspective ce que ce monde aujourd'hui a de particulier sur son rapport à la vitesse, c'est le nombre d'années qu'il a fallu pour qu'une technologie atteigne 50 millions d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous connaissez ces données, c'est assez intéressant. Il a fallu 75 ans au téléphone pour que 50 millions de personnes aient un téléphone chez eux. Il a fallu 4 ans à Internet pour que 50 millions de personnes soient connectées. Il a fallu 35 jours pour que 50 millions de personnes jouent à Angry Birds. C'est exactement 782 fois plus rapide que le téléphone. C'est le monde dans lequel on vit qui est réellement devenu complètement fou presque à cause de cette technologie. Donc face à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? C'est Rupert Murdoch qui résume très très bien la situation. Le monde change très très vite. Ce ne sont plus les gros qui mangent les petits, ce sont les rapides qui vont manger les lents. C'est extrêmement vrai depuis une dizaine d'années environ. Donc face à ça,
qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos entreprises, dans vos métiers respectifs? Vous avez deux options principales. La première, rien. Alors rassurez-vous, vous ne serez pas les seuls à ne rien faire, puisque la moitié des PME françaises s'en cognent. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement pris aucune stratégie d'innovation sur les 2 dernières années. C'est la Chambre de commerce de Paris qui a fait une étude approfondie là-dessus. Les PME françaises ne font rien. Rien du tout. C'est un peu dommageable. La deuxième option, vous pouvez agir. Donc c'est sur ces points-là que je vais tenter de vous donner quelques billes un peu utilisables pour vous aider dans votre quotidien. En commençant par la question de la structure. Une entreprise, pour qu'elle soit innovante, elle doit être structurée pour l'innovation. C'est excessivement important. Pour vous expliquer ce point, je vais utiliser une image que j'ai empruntée à Alain Bloch, le patron d'HEC Entrepreneur, et à Isabelle Lamotte, la directrice générale d'Altedia, qui ont fait une très grosse étude sur comment les entreprises centenaires, bicentenaires ou tricentenaires, qui sont à la pointe de l'innovation, réussissent à survivre, quelles que soient les crises, et sont toujours là aujourd'hui à proposer des innovations incroyables. En fait, ils ont découvert qu'une entreprise, pour être structurée pour l'innovation, elle doit globalement être organisée comme une fusée. Vous connaissez le concept d'une fusée, premier étage, deuxième étage et troisième étage. En fait, ce qu'ils ont observé, notamment en prenant l'exemple d'Accenture, mais ce n'est pas les seuls, c'est que le premier étage d'une entreprise qui est structurée pour l'innovation, c'est ce qu'on appelle le core business, le cœur d'activité, le core business en anglais. Ce core business, c'est la vache à lait de votre entreprise ou de votre activité. Tout ce que je vous donne comme information, c'est valable autant pour une multinationale que pour un artisan presque. Ce core business représente 80% du chiffre d'affaires de votre entreprise, mais seulement 20% de la croissance. Ce n'est pas lui qui vous emmènera demain sur de nouveaux marchés. Mais en revanche, c'est lui qui propulse réellement l'ensemble de l'entreprise, et notamment le deuxième étage. Le deuxième étage, c'est ce qu'on appelle le new business, les nouveaux marchés. Le new business, il représente une petite partie du chiffre d'affaires, c'est 15%. C'est pas énorme, c'est pas la vache à lait de votre entreprise. En revanche, à lui seul, il représente 60% de la croissance de votre entreprise. C'est lui qui vous permet demain d'être toujours là. Ce qui est intéressant avec cet étage-là, si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas, mais c'est intéressant d'y penser, c'est qu'il est à l'interface entre le premier étage, qui est donc la vache à lait, le core business de votre entreprise, et le troisième étage, qui est ce qu'on appelle le lab. Vous avez déjà entendu parler des labs, partout dans les entreprises, ils ont tous des labs. Le lab, c'est une partie infime du chiffre d'affaires. En revanche, c'est une partie non négligeable de la croissance, 20%. C'est pas ça qui est intéressant dans le lab, c'est que le lab, il obéit à des règles très particulières. Il est au troisième étage, il est déconnecté du core business du marché, son job ne consiste pas à vendre, ça consiste à inventer l'après-demain. Et dans certaines de ces idées, elles vont redescendre au deuxième étage. Là, des gens dans le new business vont y donner une valeur marchande, et cette valeur marchande va ensuite intégrer le core business. Et c'est comme ça que vous avez une entreprise qui a un mouvement vertical, de haut en bas, dans lequel des idées qui au départ sont un peu stratosphériques, mais qui sont stratosphériques parce qu'elles ont été créées dans des conditions qui le permettaient, deviennent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois une offre vendue, et au bout d'un moment, du core business. Et en fait, ça fait un mouvement vertical, une poussée quelque part, de l'ensemble de l'entreprise. C'est cette structuration-là, apparemment, selon Alain Bloch et Isabelle Lamotte, qui permet à une entreprise d'être structurée pour l'innovation. Et c'est valable pour n'importe quelle boîte, n'importe quelle taille d'entreprise. C'est réellement de savoir distinguer son core business de son new business, de son lab, éventuellement. Ça peut être même une demi-journée, si vous êtes seul à travailler, dédiée à l'innovation au lab. Un lab peut être une demi-journée. Deuxième point après la structure, c'est la posture, même la culture. Une entreprise doit être donc structurée pour l'innovation, elle doit aussi créer les conditions nécessaires en interne à l'innovation. Lesquelles? Il y en a plein, je vais résumer les plus importantes. La première, l'autonomie. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être innovant ou à une équipe d'être innovante si elle n'a pas une autonomie pour innover. C'est ce que Pernod Ricard a très bien compris lorsqu'ils ont créé, Pernod Ricard c'est la marque donc, qui fait des alcools, comme vous le savez, on en parlera je pense tout à l'heure autour d'un verre. Ils ont créé une start-up en interne, mais qu'ils ont installée hors des murs de l'entreprise. Ils l'ont installée dans le marais. Cette start-up s'appelle Big Breakthrough Innovation Group. Son job, c'est un job un peu de rêve, ça consiste à réunir une équipe de designers, de sociologues, d'anthropologues, dont la seule mission consiste à inventer la convivialité de demain. Point. Pas d'horaire, pas de rapport, pas de tableau Excel. Ils doivent inventer la convivialité de demain. C'est clairement le troisième étage de la fusée dont on a parlé. Vous pourrez regarder sur Internet, ils ont inventé une bibliothèque connectée
dans laquelle vous remplacez des livres par de l'alcool et vous faites livrer pour faire de la mixologie. C'est super intéressant ce qu'ils ont fait. On ne croirait pas que ça vient d'une entreprise comme Pernod Ricard. Donc premier principe, c'est l'autonomie. Vous ne pouvez pas demander à des collaborateurs d'être innovants si vous les enfermez dans un carcan de règles et de normes qui est préexistante. Comme disait Maxwell Wessel, qui est un spécialiste de l'innovation, dans Harvard Business Review, les grandes entreprises, spécialement les grandes, sont conçues pour ne pas innover. Elles sont conçues pour optimiser une innovation, pas pour en créer d'autres. Donc il faut autonomiser la cellule d'innovation pour la sortir de ce carcan. Deuxième principe, c'est le rapport à l'échec, qui est très particulier en France. Vous ne pouvez pas demander à des gens d'innover et en leur interdisant d'échouer. L'innovation a besoin d'échecs en permanence. En France, on n'aime pas trop ça. Pour illustrer ce point, j'ai mis une petite vidéo en arrière-plan qui est un des 3 essais ratés d'atterrissage de Elon Musk sur sa fusée SpaceX, de son entreprise SpaceX. Vous imaginez le coût d'un échec de ce type d'innovation lorsque la fusée va exploser, c'est quelques centaines de millions de dollars à chaque fois. Ce qui est intéressant dans l'histoire d'Elon Musk, parenthèse, c'est celui qui a créé PayPal, puis Tesla, puis SolarCity, puis SpaceX, puis j'en passe. C'est le même homme qui a inspiré Iron Man. Il avait, pour créer SpaceX, budgété 4 lancements ratés de fusées. Ils en ont raté 3 successivement. À chaque fois, ça a explosé. Ils ont tenu bon, mais ils avaient budgété l'échec dès le départ. C'est assez rare que des gens budgètent un échec à coût de 300, 400, 500 millions de dollars. Parenthèse culturelle, on est en France. C'est intéressant de noter que nous, on dit prendre un risque. Les anglo-saxons disent take a chance. Ils sont beaucoup plus optimistes. Est-ce que c'est ça qui explique le fait qu'eux, ils créent des PayPal, Tesla, SpaceX, Google à la clé et des Uber, et nous, non? Ça peut avoir un lien. Troisième principe pour la culture de l'innovation, c'est la frugalité, comme on dit en indien, Jugad. Peut-être vous avez entendu parler de ce mot, Jugad Innovation, par Navi Raju, un best-seller, qui vous explique qu'il n'y a pas besoin de gros moyens pour être innovant. L'image, je pense, parle d'elle-même. Pour régler un problème important, un crayon, ça suffit. L'histoire récente qui peut illustrer ce point, c'est chez Google France, donc rue de Londres, à côté de chez nous, lors d'une soirée entre ingénieurs chez Google. Ils sont en train de se moquer du rachat par Facebook d'Oculus Rift, les lunettes à réalité augmentée. Facebook a payé ça à 2 milliards de dollars. Et Google, ils se sont dit, mais nous aussi, on pourrait faire pareil et avoir nos propres lunettes. Mais on va faire ça avec une boîte à pizza. Et donc, ils ont pris une boîte de pizza qu'ils avaient sous la main, ils ont découpé pour faire un porte iPhone. Et en fait, ils ont bricolé un truc dans lequel on met l'iPhone, on divise l'écran en 2 avec une application, et en fait, il suffit de ça pour avoir des lunettes à réalité augmentée. Cette blague, ils en ont vendu entre 500 000 et 1 million d'exemplaires à 3 ou 4 euros le bout de carton. Ça fait entre 4 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel, juste sur une innovation qui n'a rien coûté, qui a pris 1 heure. Jugad, pour résumer, la frugalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, si vous voulez être innovant, la frugalité, c'est une très bonne chose. Parce que c'est exactement ce que les startups rencontrent au quotidien. Je travaille beaucoup avec des startups, j'en ai créé, je suis associé dans des startups. Une startup, il n'y a pas de moyens. Et donc, il faut être très ingénieux. Quand on n'a pas de moyens, on a des idées. On n'a pas beaucoup d'hommes non plus sur lesquels s'appuyer, on ne peut pas beaucoup déléguer. Donc, l'idée est dans ces cas-là, de prendre peu d'hommes, mais de prendre les meilleurs. Et même s'il faut aller les chercher en dehors de l'entreprise, allez les chercher en dehors de l'entreprise. Il faut les meilleurs. Et enfin, soyez frugal en temps. Les projets qui s'éternisent sur 1 an, 2 ans, 3 ans, les startups ne peuvent pas se le permettre. Elles font faillite avant. Du coup, quand on a peu de temps, c'est la loi de Parkinson, vous pourrez aller voir si vous voulez, quand on a peu de temps, on est beaucoup plus efficace. Enfin, dernier grand principe, faites appel à l'intelligence collective. C'est monstrueux le potentiel de l'intelligence collective. À commencer par les clients. Les clients mécontents sont une source énorme d'innovation. À chaque fois qu'ils râlent sur un point donné, ils vous donnent la solution de ce qu'il faut améliorer. Ça, c'est génial. Il faut les écouter. Un service client, par exemple, qui reçoit à longueur de journée des appels de gens mécontents, c'est une mine d'or d'innovation à développer. Vous pouvez faire avec des clients ce qu'on appelle la co-création. J'ai mis le New York Times en exemple, c'est ce qu'ils ont fait, ce qui est excessivement simple. Sur le site du New York Times, il y a un espace qui s'appelle 620 Beta, sur lequel ils mettent à disposition les nouveaux produits ou services qu'ils auraient envie de vendre plus tard à des vrais clients. Et en fait, ils demandent à des bêta clients de venir tester en direct les produits ou services en question pour les améliorer avant une mise sur le marché définitive. Vous pouvez le faire, la co-création, c'est extrêmement précieux.
Vous avez aussi l'intelligence collective des collaborateurs, qui est énorme. Ici, c'est un exemple d'une photo que je crois que j'ai prise moi-même, normalement. On a fait travailler une start-up technologique sur un démonstrateur, avec l'ensemble des collaborateurs, des docteurs, des chimistes, des gens surdiplômés, et le PDG, en utilisant une méthode qui s'appelle Lego Serious Play, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a été mise au point par Lego avec le MIT. La NASA l'a utilisé, ça paraît ludique comme ça au premier abord, je vous garantis que c'est surpuissant, et ça permet en fait aux collaborateurs de résoudre eux-mêmes des problèmes qu'on leur pose en un temps record. Et c'est vraiment l'intelligence collective des collaborateurs qui est mise à l'épreuve et qui est en fait sollicitée en partant du principe que la solution est déjà dans la pièce. Vous pouvez aussi aller chercher l'intelligence auprès des startups. J'ai mis comme exemple CMA-CGM parce qu'ils ont fait quelque chose d'extrêmement intéressant, pas très loin de chez nous parce que c'est à Marseille. Eux, ils ont un gros problème, CMA-CGM, c'est que 40% des appels qu'ils reçoivent, c'est des gens qui disent « Où est mon container ?» Ils ne savent pas où sont les containers. Et une très grande partie des containers mondiaux arrivent en retard. Sur un marché de 5 000 milliards de dollars, c'est quand même problématique. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de créer un centre, de développer une technologie, de prendre 10 ans pour faire quelque chose et apporter une solution qui, en final, est dépassée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi 2 millions d'euros dans une start-up marseillaise. Alors 2 millions d'euros pour CMA-CGM, c'est un fonds de monnaie pour moi, hein. C'est pareil, c'est vraiment rien du tout pour eux. Ils n'ont pas racheté l'entreprise, ils ont juste mis 2 millions d'euros pour co-développer avec la start-up Traxen, un petit boîtier qui se met dans les containers et qui permet tout simplement de savoir où est le container, est-ce qu'il a été ouvert, est-ce qu'il a été secoué, quelle est sa température. Et en fait, grâce à ça, ils sont en train de monter une offre logistique, en fait, 2.0, connectée, dans laquelle les assureurs vont pouvoir payer pour un abonnement pour savoir où est le container, le transitaire va pouvoir payer pour savoir où est le container, les camions vont pouvoir arrêter d'attendre sur le port pendant 3 jours un container en retard. Donc tout le monde est gagnant et c'est un nouveau business model qui a été créé à l'issue de ce processus de co-création avec une start-up. Et enfin, n'hésitez pas à aller sur les campus. Les étudiants, comme les collaborateurs, comme vos clients, comme les startups, sont une source énorme de créativité. Et en plus, ce sont vos futurs clients. Là, j'ai mis l'exemple de ce qu'a fait Motorola. Il ne faut pas des gros moyens, hein. Ils ont pris un petit camion, quelques gens un peu américains, un peu californiens, limite caricaturellement californiens. Ils ont mis des imprimantes 3D dans le camion, ils ont mis de quoi bricoler, des petits fers à souder, des fils électriques, des machins et des choses. Ils ont fait le tour des campus américains et ils s'installaient là pour 36 à 48 heures. Et ils demandaient aux étudiants, allez-y, inventez la technologie que vous aimeriez voir naître avec votre mobile. Et en 36 à 48 heures, les étudiants arrivaient avec de la musique, des pizzas, du café, etc. Et ils inventaient des technologies qui n'existent pas encore. Et ça a énormément inspiré Motorola sur aujourd'hui, quelles sont les attentes des étudiants. Ils ont quand même réussi à inventer en 48 heures des gants qui permettent de transcrire le langage des signes en SMS, par exemple, en 48 heures. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand on leur laisse un peu quelques moyens et beaucoup de café, c'est assez créatif. Donc, comme on m'a laissé entre 15 et 18 minutes pour parler d'innovation, j'essaie de tenir le timing. Pour résumer, pour être innovant, une entreprise doit d'abord avoir une structure appropriée. Une structure, je vous rappelle, c'est l'idéal, c'est la base d'une fusée, avec une distinction claire entre le core business, le new business et le new business, le lab. Une culture propice à l'innovation, une culture d'entreprise qui favorise l'autonomie, qui encourage l'échec. Je rappelle, se planter fait partie intégrante de la réussite. Donc qui favorise l'autonomie, l'échec et qui soit frugal. Pas besoin d'avoir des gros moyens pour être innovant. Et enfin, il faut que vous vous ouvriez à l'intelligence collective, à commencer par celle de vos clients, de vos collaborateurs, des startups et j'en passe. Et enfin et surtout, il manque un élément important, un seul. C'est l'action. La différence entre ceux qui parlent d'innovation et ceux qui en font, c'est qu'ils agissent. Et là, je finirai en fait sur Goethe, parce que c'est très pompeux de finir sur Goethe. Goethe disait « L'action porte en elle la grâce, le pouvoir et la magie ». Merci.